sommes lundi, il est midi. Le convoi du raid s'arrête à 20 km de Kalkayo, un petit village situé à plus de 600 km au nord de Mogadiscio, en Somalie. La voiture de Serge Gorielli, candidat RTL, vient d'effectuer un double tonneau. Il a été éjecté par la portière, sa ceinture de sécurité n'était pas bouclée. Serge est inanimé, il est atteint à la tête, nous sommes seuls pour tenter de le sauver. Une véritable course contre la montre s'engage. Cela fait 5 jours maintenant. Serge a été rapatrié à Bruxelles. Nous avons continué notre route en direction de Djibouti où nous sommes arrivés un peu en catastrophe. Alors vous comprendrez, Noël, que notre première question, que notre angoisse à tous ici, est d'avoir maintenant des nouvelles de Serge. Comment va-t-il et se remet-il de ses émotions ? Eh bien, je peux vous dire, Didier, que nous avons partagé votre inquiétude, bien sûr, à propos de Serge Gorielli. Je peux vous dire ce soir que Serge va bien. Le professeur Stroubans, qui le soigne à Bruxelles, est très confiant et nous dit que son état s'améliore de jour en jour. Il nous fait même savoir que Serge ne pense qu'à une chose, le grand raid, et il parle de ses copains, bien sûr. Alors, au nom de l'équipe de RTL Télévision, Sophie Eke voudrait dire un mot à Philippe Remakers, qui est le compagnon de route de Serge Gorielli. Je voudrais dire tout d'abord un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce rapatriement de Serge. C'est vrai que les nouvelles sont très rassurantes. En tout cas, Philippe, de la part de Serge, il faut que tu tiennes bon, il faut que tu ailles jusqu'au bout, il compte sur toi et il attend très vite de tes nouvelles. Voilà Didier, ce que l'on peut dire maintenant à propos de Serge Gorielli. Je pense que ce sont des propos qui doivent vous rassurer tous là-bas. Oui, j'avoue que nous sommes un peu soulagés parce que nous étions très, très anxieux. J'ai à côté de moi les 2 personnes qui sont intervenues avec vraiment beaucoup de sérieux et d'efficacité. Le docteur Guillard qui s'est débrouillé pendant toute la nuit pour trouver un avion et le plus rapidement possible. Et également le docteur Cernovic qui est le chef du service de chirurgie à l'hôpital militaire de Djibouti. Vous avez entendu, docteur, cela va mieux maintenant pour Serge. Est-ce qu'on a trouvé des choses que moi je n'ai pas pu mettre en évidence à Djibouti au niveau du crâne en lui faisant un scanner notamment ? Peut-on répondre à Paris ? Oui, bien sûr, on a fait un scanner à l'hôpital de Bruxelles. On s'est rendu compte après une première ceinture thoracique, je crois que ce sont les mots que l'on emploie dans cette spécialité-là, qu'il n'y avait pas de lésion interne. Et on a continué le scanner, on s'est rendu compte que ça allait bien et que, en tout cas, ce qu'il avait dans le cerveau se résorbe parfaitement. Est-ce que vous avez été inquiet, docteur, quand vous avez vu arriver Serge ? Absolument, parce qu'il présentait tous les risques majeurs avec une telle fracture. Il avait une fracture du crâne donc, qui était très très mal placée, qui risquait de se décompenser de façon dramatique dans ce qu'on appelle nous un hématome extradural et qui nécessitait à ce moment-là une intervention d'urgence dans laquelle sa vie est évidemment en jeu. C'est pour ça que j'ai refusé à ce qu'il parte dès le soir où nous l'avons récupéré ici. Ensuite, son état s'est un peu amélioré et on a pu donner le feu vert pour son départ sur Bruxelles, mais avec toujours le risque, n'ayant pas tous les moyens sur place de faire un diagnostic très précis d'apparition de cet hématome extradural. Mais avec le temps, cette possibilité était quand même moins forte. Et puis la deuxième, d'un hématome sous-dural. Et là, je ne sais pas si on a pu diagnostiquer cet hématome sous-dural. En tout cas, merci docteur. Et au nom de toute l'équipe des Raiders, vraiment un grand merci pour votre efficacité. Où nous trouvons-nous, Noël ? Nous sommes arrivés, je vous le disais en début d'émission, à Djibouti, sur la carte que vous voyez se dérouler sur votre écran. En jaune, tout le trajet que nous avons effectué jusqu'ici, plus de 10 000 km à travers l'Afrique de l'Est, la partie rouge correspondant à notre dernière étape, c'est-à-dire Djibouti. Djibouti, c'est un peu un verrou. Je ne sais pas si vous pouvez le découvrir derrière moi. Benoît Jacques va vous le montrer. C'est un verrou situé à l'embouchure de la mer Rouge, une région souvent sous les feux de l'actualité au cours des derniers mois. Djibouti est donc un pays grand comme la Bretagne à peu près, un port et surtout une garnison. Vous savez bien qu'ici, 5000 hommes à peu près de l'armée française sont stationnés en permanence, ce qui procure à Djibouti, écoutez bien, 50% de son produit national brut. C'est très important pour l'économie régionale du pays. Position géologique, géographique importante aussi, puisque nous nous trouvons ici sur une fracture volcanique. Il y a une intense activité des volcans, ce qui permet d'espérer aux Djiboutiens de fabriquer à plus ou moins long terme de l'électricité géothermique intéressant au point de vue économie. Enfin, pour la situation, nous sommes ici coincés entre l'Éthiopie au nord et à l'ouest et la Somalie au sud, d'où nous arrivons tout juste ce matin. Notre semaine a commencé plutôt calmement avec la découverte d'une ville étonnante qui nous a semblé avoir échappé au temps
un peu repliée, un peu secrète aussi. Mogadiscio, la ville n'avait vécu que d'intrusion, d'occupation, de domination. Les conquistadors ne l'avaient pas épargnée, les Arabes, les Perses, le sultanat d'Oman et celui de Zanzibar, les Italiens. Tous avaient balancé leurs rêves un peu fous sur les rives de la Somalie. Mogadiscio, souvenir. Il en reste quelques mots, quelques palais déserts où s'engouffre le vent et la lumière. Les soirées avaient dû être belles sous les lustres de la ville. Mogadiscio mémoire. Beaucoup ont encore des parents, des tantes, des oncles, des grands-parents dans la péninsule italienne. Grazie mille, signor. Les histoires ont embelli avec le temps. Mogadiscio se remettait lentement de son histoire. Il lui fallait exister maintenant sans le regard des autres. Les conquistadors n'avaient pas laissé grand-chose, à peine quelques vieux taxis que les chauffeurs tentaient de prolonger. Nous avons un peu perdu nos voitures dans ces ruelles. Elles ne s'imposaient plus. Mogadiscio commençait à vivre, lente et sereine. Avec 1000 difficultés pour le quotidien, rationnement d'essence, peu de choses pour tous, mais un rythme propre, personnel. Dans le soir qui tombait, Mogadiscio s'était mise à exister. Les militaires paradaient sur fond de slogans et d'indépendance. Il fallait encore se mobiliser contre le fascisme et le néocolonialisme. Il fallait garder ce qu'on avait chèrement acquis et de vanter la scolarisation et de menacer les opposants. Fragile Mogadiscio, la corne de l'Afrique intéresse beaucoup de monde. Seuls ceux qui y vivent l'ont peut-être oublié, car ils ont l'éternité devant eux. Il nous a fallu s'arracher à la capitale, direction le nord. De là-haut, des informations peu rassurantes. La prison d'Hargeisa a été prise d'assaut par les rebelles. En guise de réponse, beaucoup d'exécutions sommaires. Et puis il y a l'Éthiopie, le long de laquelle nous sommes obligés de passer. Une fois de plus, nous sommes obligés de rouler en convoi, et ce pour des raisons de sécurité. Pendant 1000 km à peu près, nous allons longer à quelques centaines de mètres près la frontière éthiopienne. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis de nombreuses années, les Éthiopiens sont en conflit ouvert avec les Somaliens. Cela veut dire beaucoup d'insécurité, des risques d'attaque aussi. Et c'est pour cela que nous devons rouler vite pour éviter de nous arrêter et pour arriver à l'étape avant la tombée du jour, puisqu'il y a ici le couvre-feu. Une nouvelle fois, le Grand Raid roule en convoi. Au total, 1900 km derrière des militaires en armes. Dans les villages avoisinants, les derniers événements se traduisent par des incursions éthiopiennes en territoire somalien. Au centre du débat, la région de l'Ogaden que revendique depuis de nombreuses années la Somalie. Entre les deux, des femmes, des vieillards et des enfants qui payent chaque jour les errances de l'histoire. Trajet incertain, il y a aussi le brigandage. Le camion qui transporte notre essence est attaqué par un déserteur. Aussitôt et sans ménagement aucun, les militaires l'embarquent. Aujourd'hui, cet homme a sans doute été abattu. C'est ainsi que cela se passe sur les routes de Somalie. Et puis soudain, 20 km après Calcayo, le choc. Pour des raisons encore indéterminées, la voiture de Serge quitte la chaussée en pleine ligne droite. Coup de volant pour rattraper, le véhicule bascule et effectue deux tonneaux. Cela vient de se passer il y a exactement 2 minutes. Serge a été éjecté par la portière, sa tête a heurté violemment la chaussée. Mais Serge est inanimé, il ne répond pas, sa tête saigne. Christine, qui est infirmière, prend les premières précautions. Surtout, ne pas déplacer Serge. Pendant ce temps, Jean-Pierre et René commencent à redresser et réparer le véhicule pour poursuivre la route. Il fait 35 degrés, la route est déserte, nous sommes seuls avec Serge. Il respire normalement mais ne bouge pas. Nous décidons de mettre en route la balise Sarsat. En moins de 7 minutes, l'appel sera enregistré au Centre d'études spatiales à Toulouse via les satellites. L'alerte est donnée, mais pour le moment, les moyens sont limités. Nous sommes au cœur de la Somalie, loin de tout. Serge est toujours inanimé. Nous sommes lundi, il est 13h et la course continue. Le pays est désert car se tiennent aujourd'hui des élections législatives. Il nous faut aller chercher les responsables et les autorités chez eux à l'heure où tout s'arrête. Un médecin finit par arriver, piqûre anti-hémorragique pour Serge. Après avoir retrouvé le responsable de la radio locale, nous pouvons enfin établir un contact avec Mogadiscio et donner la première alerte. Il est déjà 16h.
L'ambassade de France répercute l'appel sur Paris. En Europe aussi, tout se met en marche pour sauver Serge dans les plus brefs délais. Pendant que nous le soignons, Djibouti aussi est alerté. Sur place, le médecin Guillard essaye de trouver un avion pour atterrir à Galkayo, heureusement équipé d'une piste. Serge est évacué dans une Land Rover à Galkayo, installé sur un billard et soigné, comme il est possible de le faire lorsqu'on n'a aucun moyen à disposition. Ni radio, ni sérum, ni sang. Juste quelques seringues et quelques aiguilles. Le médecin fera à Serge 7 points de suture au crâne, diagnostic, fracture du crâne et traumatisme crânien, hématome orbital. Christine est inquiète. Parce qu'au départ il me disait il y a un hématome qui est apparu au niveau de l'œil. Et puis pour que maintenant il commence à me dire oui, I am a little bit afraid about intern. Quand même que... Parce que peut-être que ce sera rien, ça c'est possible. Si jamais il fait une hémorragie interne. Nous ne pourrions rien faire pour sauver Serge si cela devait arriver. Les difficultés continuent. Envoyer un avion pose toute une série de problèmes, car les plans de survol de la Somalie, qui est un pays en guerre, doivent être déposés 3 jours à l'avance. Il est 18h, état stationnaire de Serge. Nous vivons une attente insupportable. 23h, Christine va passer la nuit auprès de Serge, qui entend maintenant, mais ne peut parler. Contact radio, à Djibouti sur une piste, un Transal est prêt à décoller. Toute la nuit, les militaires attendent le feu vert des autorités somaliennes pour le survol du territoire. Toute la nuit, nous redoutons l'hémorragie. Mardi matin, Serge a passé une nuit à peu près calme. Rien à Djibouti. À 14h seulement, le survol est accepté après intervention du ministre de la Défense, M. Charles Hernu. Atterrissage à Galkayo, en Somalie. Serge est évacué de l'hôpital et embarqué à bord du Transal. Quant à nous, nous sommes repartis sur la route car il faut continuer. Pierre God et Christine embarquent. Décollage 16h. Atterrissage à Djibouti mardi à 18h. Depuis quelques heures, un jet de la compagnie d'assistance UAP s'est posé à Djibouti. Le lendemain matin, les médecins décident l'évacuation d'urgence. Aéroport de Djibouti, mercredi midi. Serge est enfin embarqué dans le jet. Nos inquiétudes ne sont pas dissipées. Christine et Pierre savent, nous sommes en brousse et nous pensons beaucoup à Serge. Qu'est-il devenu et comment va-t-il? Nous évoquerons nos difficultés la semaine prochaine, vous le comprendrez bien. Nous voulions vous parler de notre camarade, car notre raid s'est arrêté pendant quelques heures. Alors Serge, si tu nous entends maintenant, et je sais que tu peux nous entendre, car tu dois regarder l'émission, sache que nous espérons ton retour le plus vite possible. Bon courage, Serge, et à bientôt. Bien, voici les 10 grosses têtes qui sont chargées de vous juger cette semaine. Chaque juré permanent présente son invité, à commencer par Jean-Louis Boudou. Mon invité cette semaine est Jacques Lemieux, qui est animateur à la radio et à la télévision canadienne, et il est en France pour préparer des reportages. Bruno Albin. L'invité d'Antenne 2 aujourd'hui, c'est Bernard Kouchner, qu'on ne présente pas, ou presque. Si. Alors, de l'association Médecins du Monde. Sophie Equet pour RTL Pour ma Télévision. part, les routiers sont sympas, il est là, il est sympa d'être là, il est ravi d'être là. Un mot pour Serge? Oui, je crois que on peut avoir qu'un mot très, très banal, mais qui part du fond du cœur, de chacun, que vraiment on lui souhaite beaucoup de courage, et puis que très très vite il soit sur pied, qu'il rejoigne ses camarades. José Sacré. Moi, j'ai beaucoup de chance puisque j'ai à côté Pascal Rocard, que tout le monde connaît, on la voit souvent à la télévision. Elle tourne en ce moment un film avec Piala, avec Depardieu et Sophie Marceau. Et puis elle aime aussi manier la caméra, Pascal. Oui, c'est vrai. À chaque fois que je pars en voyage, je prends les Super 8 et puis je filme. Donc j'espère un jour pouvoir participer à ce genre de choses, d'aventure et de cinéma. Bien, vous allez pouvoir partager donc cette semaine d'aventure avec les raiders. Vincent Philippe. La dernière invitée, Barbara Speziali, qui est correspondante de 2 quotidiens suisses à Paris, La Liberté de Fribourg et La Suisse de Genève. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle les classements, ou en tout cas, je vais vous dire quels sont ceux qui ont été les lanternes rouges jusqu'à maintenant à travers 5 émissions. D'abord, ce furent les représentants de la Suisse, puis ce fut TMC. TMC 2 fois, mademoiselle, c'est-à-dire que vous êtes très menacée. Si cette semaine, vous êtes encore dernière de notre classement hebdomadaire,
eh bien, il faudra faire donner la réserve. Alors j'espère beaucoup pour vous que ça ne se passera pas, parce que je sais d'abord que vous avez été très efficace auprès de Serge Gorielli, et puis qu'après tout, ce serait peut-être un peu injuste si vous disparaissiez de ce raid. Enfin, le suspense reste jusqu'à la fin de cette émission. Et Didier, je vous propose de nous présenter maintenant le premier sujet. Oui, Noël, je me trouve maintenant aux côtés de l'équipage SSR, mais là aussi un petit problème cette semaine, moins grave, rassurez-vous, que celui que connaît en ce moment Serge. Alain Margot n'est pas là. Oui, Alain Margot n'est pas là. Il était temps que nous quittions la Somalie parce que ça commençait véritablement à devenir l'enfer. Alain Margot actuellement est alité pour des raisons de santé. Il a une bronchosinusite, d'après le diagnostic du médecin. Et ce n'est pas grave, de toute façon, Rakam Legume n'est jamais malade et il est prêt pour de prochaines aventures. Maintenant, en ce qui concerne le film, nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui nous a fait beaucoup rêver durant notre enfance. Et nous voulions aller voir cet homme, voir s'il était encore possible de rêver avec lui. Et vous allez voir le film, le titre c'est La fin d'un mythe, ça peut peut-être laisser présager quelque chose. Le reportage d'Alexandre Beauchâté et d'Alain Margot cette semaine, car ils l'ont tourné à deux, La fin d'un mythe. À plusieurs centaines de kilomètres à l'est de Nairobi, nous sommes allés à la recherche d'un mythe. Ce mythe, vous le connaissez. Il a fait le tour du monde. Chacun garde encore à l'esprit l'image de la célèbre lionne Elsa, recueillie et élevée par George Adamson et sa femme Joy avant d'être réintégrée dans son milieu naturel. Aujourd'hui, c'est un homme seul et nostalgique que nous avons rencontré. Rendu célèbre par ses livres et une série télévisée, Joy, sa femme, fut assassinée en 1980 dans des conditions mystérieuses par des braconniers. La lionne Elsa connut le même sort 5 ans auparavant. Adamson, le maître des lions, le roi des rois, a tout perdu. Il n'a pour vivre que sa retraite militaire, ses droits d'auteur et quelques dons de généreux visiteurs. Le gouvernement ne lui accorde aucun crédit, estimant inutile cette œuvre qui échappe à tout entendement scientifique. Also, Mr. Adamson, can you explain why we cannot find lions here now? What is the problem? And what do you do here now? Well, you can see that the rains have started. La raison pour laquelle je me suis installé ici est que je n'aime pas voir les animaux en captivité, comme au zoo par exemple. Le cinéma a fait il y a quelques années de cela le film intitulé « Vivre libre », dans lequel il s'agissait d'une lionne. Après ce film, j'ai eu d'autres lions qui ont joué dans différents films. Petit à petit, je les ai réhabitués à la liberté. C'est la raison pour laquelle je suis ici depuis 18 ans. Les photos jaunies témoignent du passé glorieux que dut connaître l'endroit. Aujourd'hui, les lions ont fui les lieux. Seuls quelques souvenirs d'amours heureux animent encore la mémoire du vieil Adamson. Il y a quelques années, alors que le travail ne manquait pas, Adamson s'est associé avec Tony Fitzjohn, un jeune Anglais aux allures d'un Tarzan en sorte d'exotisme. Aujourd'hui, plongé dans un alcoolisme avancé. Ils travaillent pourtant toujours ensemble, ou plutôt, ils se partagent les tâches lorsqu'ils en ont. Pour réadapter le léopard à une vie sauvage, je lui donne de la viande fraîche. Les deux hommes reçoivent occasionnellement quelques pensionnaires inespérés, tels ce léopard parisien qui, il y a quelques mois, habitait encore une cage veloutée dans un bar célèbre de la capitale. L'acclimatation s'avère difficile. La bête a perdu tout instinct de chasse, incapable de se nourrir d'elle-même. L'élève connaît bien son travail, mais le maître ne le quitte pourtant pas des yeux lors d'apprentissage périlleux. Habituellement, lions et léopards ne s'entendent pas. Ils sont ennemis. Nous ne pouvons pas les mettre ensemble. Il y a plusieurs années, quand je suis venu pour la première fois au camp Adamson, il m'a demandé ce que je voulais faire. Travailler au camp des lions ou à celui des léopards. J'ai choisi les léopards. Cela s'est passé il y a plus de 10 ans. J'ai eu 2 premiers léopards.
Puis, j'ai construit mon camp en 5 mois. Les lions, c'est tout à fait différent. Ils demandent beaucoup plus de temps pour se réhabituer à la vie sauvage. Les léopards, par contre, sont nés pour cela. Ils ne sont heureux qu'en liberté et sont libres de quitter le camp ou de revenir. Le léopard a détrôné le lion. Mais pour combien de temps? L'avenir seul nous dira s'il entrera un jour dans la légende. Les souvenirs pourtant s'accumulent déjà, mais les photographies ne sont pas encore poussiéreuses. Nous installons habituellement des colliers émetteurs autour du cou des fauves. Ils sont très petits et agréables à porter. Sur cette radio, je peux choisir différentes fréquences. Nous en avons une pour les lions et une pour les léopards. Approvisionné, le léopard s'éloigne lentement. La fin d'un mythe, peut-être. Je vous propose maintenant d'écouter la notation de notre jury. Nous commençons par le Canada. 15. 14. La France. Eh bien, 15. 14, je les trouve attendrissants. Le Tarzan qui se dégrade et le vieux monsieur. RTL Télévision. 16. 15. J'aurais bien voulu savoir si le vieux monsieur était alcoolique, mais enfin... Télé Monte Carlo. Bonne idée que d'avoir associé les photos du passé aux images directes. 15. 15. La Suisse ne note pas puisqu'elle représente cette équipe. 119 points. 119 points. Quelle est votre réaction, messieurs, à Djibouti? Notre réaction est assez favorable parce qu'en fait, nous étions déçus de trouver ce monsieur Adamson sans lion. Et on a essayé de sauver parce qu'il nous restait un jour pour faire ce film. Mais finalement, ça a bien été, je crois. Bien, vous nous présentez le deuxième reportage, Didier, maintenant. C'est le reportage d'Antenne 2. Absolument, Laurent Chomel et Roland Théron qui sont bien arrivés eux aussi à Mogadiscio. Alors qui présente le reportage? Je crois que c'est Laurent. Eh bien, à Nairobi, on a eu beaucoup de mal à trouver un sujet qui soit pas touristique parce que c'est vraiment le pays du tourisme et ça nous a donné des bouffées de chaleur. Alors, on a cherché de l'ombre et pour respirer un petit peu et on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas d'arbres. Alors, j'ai posé le problème et effectivement, il y a un gros problème de déboisement. Et j'ai voulu voir ce que les gens pouvaient faire contre ça. Et je me suis aperçu qu'en fait, avec des petits moyens, on pouvait faire beaucoup plus de choses, souvent, avec de la volonté que des grosses productions. Alors ce film n'est pas une grosse production, et on verra. Le reportage proposé par Antenne 2 cette semaine, le rythme des arbres. Quand j'étais à l'université, on a appris qu'un pays qui n'avait pas 15% de forêt ne pouvait pas survivre. Le Kenya en a maintenant 4,8 à peu près. Sur la planète, 11 milliards d'hectares de forêts tropicales disparaissent chaque année, soit la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas réunis. À ce rythme, un tiers des forêts existantes se sont évanouies en l'an 2000. Leur recul stérilise les sols, détraque l'environnement et désertifie les parties cultivables. D'abord, ils déboisent, et où il y avait de la forêt vierge, quand ils coupent la forêt vierge, ils ont, après une bonne récolte pour une année, la deuxième année, ils n'ont plus que 50% de cette récolte, et la troisième année, ils n'ont plus rien. Ici au Kenya, 2 hommes sur 3 n'utilisent que le bois pour cuire leur aliment. La demande chaque année dépasse les 20 millions de tonnes. Le problème est immense. Le foyer primitif, 3 pierres protégeant la précieuse flamme, consomme beaucoup de bois pour un résultat fumeux et pas très compétitif. Pour réduire le problème, une solution de base, abaisser la consommation de bois de feu. Nous formons des gens. Pas assez, non. Mais nous formons des gens qui peuvent après aller chez eux et continuer le bon travail. Mais puis il faut voir, on ne peut pas demander au moins qu'ils font ça d'eux-mêmes, parce que il ne faut pas oublier d'avoir tout à coup des fourneaux
Au lieu d'avoir 3 pierres, ben, c'est une révolution pour eux. Le principe est simple. Au lieu de laisser la flamme libre, on l'enferme dans un caisson fait d'argile mélangée à de la paille, qui isole et concentre la chaleur pour une utilisation maximale. Ceci n'est qu'une vieille copie des fourneaux de Mésopotamie, mais l'histoire est ici bien pratique. Il fallait pour les femmes travailler 4 jours par semaine pour trouver du bois pour cuisiner. Maintenant, avec la même quantité, le feu tiendra 6 mois. Alors, est-ce comparable ? Moins de fatigue pour les femmes qui peuvent aussi préparer les dîners à l'avance, car les fourneaux tiennent au chaud, même l'amour maternel. Mais sauront-elles dire à leurs enfants l'étendue du problème ? On utiliserait moins de bois et on pourrait peut-être encore garder les boisements qu'il y a sans perdre tout, n'est-ce pas ? Alors, peut-être, ils auront la patience d'essayer de reboiser. Chaque enfant qui naît par minute au Kenya, pourra-t-il vraiment attendre et vivre au rythme des arbres ? Question de Max Meignier à propos du reportage d'Antenne 2. Oui, c'est un très beau sujet, enfin un sujet très important, hein, crucial. Il ne faut pas se laisser abuser par ni le commentaire ni la musique de fond. C'est pas un sujet politique, c'est un sujet vital pour l'Afrique, le problème du déboisement, de la désertification. Mais alors, j'ai pas bien compris qui était ce monsieur. C'est un Européen apparemment. Vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas trouvé un Africain qui traite de ce problème. Ce sont toujours les Européens qui doivent prendre le problème en main. Je pose la question à Laurent. Non, c'est-à-dire que le problème, la solution au départ a été lancée par les Suisses. Donc c'est effectivement une solution européenne. Ils ont pris des vieilles techniques d'artisans suisses et pour essayer de les adapter sur le terrain en Afrique. C'est pour ça que c'est le responsable, celui qui a organisé un petit peu ça. D'accord, merci. Bien, on va vous noter maintenant, en commençant par le Canada. 12. Dommage qu'on entende mal le principal intervenant, mais quand même un sujet important, comme on l'a déjà dit. C'est 15 vrai. pour moi. Antenne 2 ne note pas. RTL, un micro s'il vous plaît, voilà. Sophie. Moi, 12. Sophie Eke donne 12. Max je Meignier. donne 16 pour l'importance du sujet. TMC, José Sacré. 12. Pascal Moi Rocard. aussi, 12. 12. 12 parce Suisse que malheureusement c'est assez ennuyeux à voir. 10. 10. 101 points. 101 points. Alors déjà, Bernard Kouchner n'est pas d'accord avec ce que vient de dire Vincent Philippe. Il ne considère pas que c'est Je ennuyeux. trouve que la réalité, c'est souvent ennuyeux, mais que ce film est très important. Parmi tous les sujets folkloriques qu'on va voir, c'est le seul qui s'attache à la réalité. Il faut savoir, par exemple, que 60 à 70% de la population du monde tire son énergie du bois. Et les chiffres qu'on vous a donnés, c'est-à-dire faire 2 heures de marche ou 1 semaine pour aller le chercher, c'est capital. Et l'exemple de ce qui se passe là avec ces petits fourneaux, qui apparaît en effet peut-être dérisoire, mais comme l'a dit Max Meignier, c'est l'avenir de l'Afrique. Alors je vous trouve extrêmement sévère sur un sujet aussi important. Oui, Vincent Quand Philippe. même, hein. Laurent Chomel voudrait répondre. Moi aussi, je trouve ça fondamental et que si les gens ne sont pas capables de se rendre compte qu'il y a effectivement des problèmes importants, eh bien, c'est vraiment très dommage. On a jugé des films, on n'a pas jugé uniquement des sujets, on est bien d'accord sur le fond du sujet, mais on a jugé des films qui doivent tout de même être une forme de spectacle, il faut bien Oui, mais l'admettre. Là, c'est un sujet effectivement éminemment important et on doit rester d'abord sur le principe. Moi, je pense que l'importance de cette émission, c'est justement à travers ces reportages dans des pays que nous ne connaissons pas pour la plupart, c'est de nous faire prendre conscience de ces problèmes que nous ignorons. Et ce film nous a
bien fait prendre conscience. Bien, Bernard Kouchner, dernière intervention. Et un dernier mot, ça nous paraît drôle parce que le monsieur avait un accent et qu'on se demandait si lui aussi il avait bu. Mais en réalité, l'essentiel, c'était de savoir quelle était la réaction des Africains. Or, si ça marche, qu'on refasse des petits fourneaux comme ça, s'ils l'accueillent bien, ça veut dire que le développement peut se faire. Et ça veut dire que comme c'est notre avenir aussi, nous pouvons les aider et aller construire ce monde avec eux. Vous voyez que c'était un sujet important qui a fait donc l'objet de débats dont nous sommes très heureux. Maintenant, Didier, nous vous rejoignons à Djibouti pour nous présenter le reportage des demoiselles de Télé Monte Carlo. Et Dieu sait si cette fois-ci c'est important pour elles. Oui, encore une autre angoisse dans la vie du raid. Mais auparavant, je voudrais revenir sur Christine quelques secondes. Vous savez que Christine, tout au long de cette semaine, a vraiment eu beaucoup de travail auprès de Serge. Pas une fois, il n'y a eu de la panique chez Christine. Je voudrais, au nom de tous les raiders, te remercier encore une fois pour tout ce que tu as fait. On a eu des moments d'angoisse, mais maintenant on est soulagés, quoi. On espère bientôt voir revenir Serge parmi nous, c'est l'essentiel. Alors pour le reportage d'aujourd'hui, un titre assez original, Sauver les Rothschild. Alors Guylaine, est-ce que vous sauvez les banquiers maintenant? Non, t'inquiète pas, on n'est pas allé faire du bouche à des banquiers. Mais on ne peut pas t'en dire tellement plus long sur ce titre de ce film parce qu'il faut laisser le suspense. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas voulu faire un reportage choc avec du sang, de la misère. Alors on a fait un reportage tout public qui devrait intéresser tous les spectateurs de 3 à 93 ans. Reportage signé Télé Monte Carlo cette semaine, Sauver les Rothschild. Daisy. Come on, Daisy. Daisy, come on. Des girafes dans la savane, c'est une image traditionnelle en Afrique. Par contre, des girafes domestiques dans un jardin de la banlieue de Nairobi, c'est plus surprenant. Il ne restait que 130 girafes Rothschild en Afrique quand Betty et Jock Melville décidèrent de sauver cette espèce en voie de disparition. Ils en firent donc venir une, toute jeune, de l'endroit du Kenya où se trouvaient ces dernières girafes à 5 cornes. Ces girafes, que ce soit Jean-Paul, Daisy, Betty Jane, Gilman ou Davedale, sont devenues de vrais animaux de compagnie, avec tous les avantages et les inconvénients que cela comporte. Tantôt l'une mange le savon par la fenêtre de la salle de bain du premier étage, tantôt l'autre fait un festin des fleurs du jardin. En fait, ils sont obligés de faire goûter aux girafes toutes les plantes qu'ils comptent mettre dans le jardin avant de le faire, pour être sûrs qu'elles ne les aimeront pas. Mais ces animaux sont charmants, et obéissants même quand il s'agit de manger. Pour faire profiter de ces girafes à tous les enfants de Nairobi qui n'ont pas assez d'argent pour se payer l'entrée d'un parc national, la famille Melville a fait construire une petite maison où les visiteurs sont accueillis. Il n'y a que les adultes qui payent. Ça leur permet de recueillir des fonds pour leur fondation. Dans ce but aussi, ils mènent une campagne d'adoption des girafes. Pour 500 $, vous pouvez adopter ce petit animal de compagnie. Certaines ont été baptisées avec des noms étonnants. Une s'appelle Jean-Paul, comme le pape. Une autre s'appelle Intercontinental, comme l'hôtel. Mais ces girafes-là, Betty les aime beaucoup et elle ne voudrait pas s'en séparer. Peut-être, dit-elle, un jour elles quitteront le jardin et partiront dans la brousse car il n'y a pas de clôture ici. Mais elles sont là depuis plusieurs années et elles nous aiment elles aussi. I love you. I love you. I love you. Yes, I do. I love you. Question de Bernard Kouchner sur ce sujet qui se voulait tout public, comme nous a dit Christine. Oui, moi je suis pas très frappé par la sensualité de la girafe, mais par la sensualité de la dame. Alors je voudrais savoir pourquoi il s'appelle Rothschild quand même, cette girafe. Et deuxièmement, je voudrais savoir si en dehors des caméras, la dame fait des bisous tous les matins comme ça. Et pourquoi ils ont choisi ce bouche-à-bouche-là plutôt que le bouche-à-bouche au banquier? Enfin, il y a plein de questions. Voilà. Bon, alors bouche à banquier, on n'a pas encore essayé. Ce sera peut-être à tester, je sais pas. Enfin, en tout cas, la femme, elle, c'est toute la journée qu'elle fait des petits bisous à ses girafes. C'est comme ses enfants. Et puis, enfin, vraiment toute la journée, elle s'en occupe, quoi.
Guylaine? Et elle s'appelle Rothschild parce que c'est le nom de la personne qui l'a découverte, qui les ont découvertes. Merci, oui. Bien, mademoiselle, maintenant, ouvrez toutes grandes vos oreilles parce que l'on va procéder à la notation. Et c'est important. On commence par le Canada. Écoutez bien. D'abord, bravo pour le traitement sans artifice savoureux. 16 points. Un sujet peut-être moins important que le précédent, mais tout de même bien réussir des sujets anodins, c'est pas nécessairement évident et je pense que c'est bien réussi. 16. Antenne 2. En attendant de savoir si je peux aller faire du bouche à mon banquier, Il cherche sa note, mademoiselle. La ligne là, il faut que tu suives avec. Alors c'est belle mentalité, 14. Bruno Albin. Oui, c'est un sujet familial. 13. RTL. Ben, moi, j'ai adoré. J'aime les girafes. J'aime Christine et Guylaine. Merci, Christine et Guylaine. 18. On connaissait le mouton Rothschild, vous avez fait découvrir la girafe Rothschild, c'est bien. 15. 15. Et maintenant la Suisse. Moi j'ai donné 16 parce que pour des girafes, il faut forcément une note assez élevée. 17. Bien, alors vous avez entendu, mademoiselle, vous allez entendre maintenant le résultat, mais je pense que vous n'avez plus grande inquiétude à vous faire. 125 points. Vous avez entendu 125 points et on vous applaudit très fort. Vous voilà sortis de l'ornière. Oui, elles étaient bien grandes ces girafes, hein, heureusement. Bon, bien vous Soupir de soulagement général sur le plateau, Noël. Je peux vous assurer que certains équipages avaient commencé à compulser les horaires d'avion. Bon, bien écoutez, c'est pas la peine. Vous pouvez ranger vos petits carnets et reprendre la route tranquille maintenant. Didier, vous nous présentez le reportage du Canada maintenant. On a trouvé le sujet en consultant les journaux à Nairobi. On s'est tenu au courant pour avoir davantage d'informations sur un événement qui est très particulier, qui s'est passé par un bel après-midi et qui, normalement, se passe à chaque année. Reportage canadien, leçon particulière. Cette belle journée est venue avec 2 années de retard. Mais par chance, les vacances de ces universitaires sont maintenant terminées. Pour près de 3000 d'entre eux, c'est la graduation. Pour souligner l'heureux événement, principaux d'école, présidents d'université, ministres, diplomates et autres dignitaires ont été invités. Et pour couronner le tout, Sa Majesté le Président en personne, paré de ses plus beaux atours. Tout comme Ronald Reagan ou d'autres chefs d'État, il ne détient pas de diplôme d'études supérieures. Mais cela n'empêche pas cet enseignant de l'élémentaire de distribuer aux élèves méritants la récompense tant convoitée. Des têtes de différentes concentrations qui attendent patiemment la fin de la cérémonie. Moins de 1 étudiant du primaire sur 100 peut espérer accéder à ces études. Et la moitié des étudiants satisfaisant aux conditions d'admission ne peuvent s'inscrire, faute de place. Mais pour ces universitaires, leur univers n'est pas si terne. Ils profitent à nouveau d'un des meilleurs systèmes d'éducation du continent. Ils peuvent de plus obtenir le prix de 16 années d'efforts, la mention furtive de leur nom devant le président et une situation presque assurée par le gouvernement, le plus gros employeur du pays. Pour clôturer des cérémonies qui s'éternisent, un mot du président. Il doit être compris par tous que dans le futur, la décision d'employer des gradués sera basée non seulement sur leurs résultats académiques, mais aussi sur une évaluation de leur comportement général qui sera préparée par leurs professeurs. Ceci est nécessaire parce que les diplômes ne sont pas en eux-mêmes l'indication d'un citoyen responsable. Cette journée de bonheur est venue avec 2 années de retard. 2 années d'un congé dont le prétexte était une tentative de coup d'État. Elle ne se répétera plus dans les délais, mais que pour ceux qui auront bien appris la leçon.
lauréat africain vu par nos amis canadiens. Question de Bernard Kouchner qui est en forme d'une réflexion incisive à votre endroit, messieurs. Écoutez bien. Oui, non, je ne voudrais pas être trop grave, mais je trouvais le ton de persiflage de ce reportage un peu difficile à soutenir. Je sais qu'au Canada, on doit employer les mêmes chapeaux carrés pour délivrer les diplômes dans les universités. C'est peut-être ça qui justifie l'ironie. Mais par rapport à l'Afrique, à son état actuel, le système d'éducation du Kenya, par rapport à l'environnement de l'Éthiopie, de l'Ouganda, etc., est tout à fait remarquable. Et je trouve qu'il y avait un ton un tout petit peu limite pour parler de ces choses-là. Mais monsieur, je veux dire, on a trouvé le sujet et je pense qu'il est très bon. Il est là comme il doit être traité. Je veux dire, le système, il est fait comme ça. Robert Bourgoin. Je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur. C'est un système d'éducation qui est très bon, mais il faut quand même dire que c'est absolument aberrant de voir que des universitaires vont maintenant être notés sur leur comportement. Et puis, c'est le sujet du film. Il faut bien le comprendre. Et puis, je pense qu'il fallait trouver justement cet aspect très particulier du fait que les étudiants vont être notés sur leur comportement. Il fallait vraiment le trouver, ça. Bien, écoutez, je pense que ce n'était pas tout à fait évident dans votre sujet. On va maintenant procéder à la notation, si vous le voulez bien, en commençant d'ailleurs par la France, par Antenne 2. Bien, Antenne 2, nous sommes solidaires. 10. Nous sommes solidaires, donc 10. RTL Télévision. 11. On vous note sur votre comportement 12. 11. TMC. 10, parce que moi, j'ai pas vraiment aimé le commentaire avant le film. Bien. Et pour la Suisse 11. Je pense qu'on a mal entendu la notation de José Sacré. Je crois que c'était 12. 86 points. 86 points pour le Canada. C'est pas très très fort cette semaine, messieurs. Un score bas, Robert, tu es déçu? Moi, je pense que s'il n'y a plus rien qui impressionne ces jurés, c'est bien dommage pour eux. Je pense que ces jurés ont peut-être été trop à l'école. Ils en savent peut-être trop pour nous, hein, peut-être. Je sais pas. L'université, Oui, peut-être, c'est trop pour eux. Je sais pas, moi. Vous exprimez votre déception, mais bon, on le prend comme tel. En tout cas, je pense que vous ne pouvez pas accuser le jury de ne pas bien comprendre ce que vous voulez faire. C'est peut-être vous qui vous êtes mal fait comprendre. Didier, on vous retrouve à Djibouti maintenant pour le sujet de RTL Télévision. Le dernier reportage avec une certaine émotion cette semaine, puisque vous le savez, Serge n'est plus là. Alors Philippe Remakers, tu es maintenant seul. Tout d'abord, comment réagis-tu après l'accident? Oui, avec Serge, ça a commencé un mardi de septembre lorsqu'on s'est retrouvés tous ensemble aux sélections RTL. Et puis, il y a des gens qu'on met des années à vivre avec, puis on a l'impression de jamais vraiment les connaître. Et puis, il y a des gens qui, au bout de 5 minutes, on a l'impression d'avoir vécu toute une vie avec eux. C'est un petit peu le sentiment que j'ai eu quand j'ai rencontré Serge. Je crois qu'on formait une bonne équipe, puis on s'entendait bien, on faisait ce qu'on pouvait pour faire les meilleurs films qu'on pouvait. J'espère un truc, c'est qu'il va se remettre. Surtout, c'est la santé le plus important, puis qu'il n'aura pas de problème. D'autre part, j'espère qu'il pourra revenir avant la fin du raid, qu'on fasse au moins encore un film ensemble. Mais bon, sinon voilà. Alors tu nous présentes aujourd'hui le reportage que vous avez tourné tous les deux il y a quelques jours. Oui, c'est un reportage qui s'appelle African Heritage. On s'est retrouvé un peu parachuté dans un milieu américain au Kenya. Ça peut paraître fou. Et puis alors, c'est ce qui nous a attirés. C'est un film sur la musique. C'est un film il y a des images. Je crois qu'il faut dire une chose, c'est que notre travail sur ce film a peut-être été un petit peu médiocre, un peu nul. Mais pour une fois, je crois qu'il faut absolument dire que si le film est bon, c'est grâce aux monteurs, parce que je crois qu'ils ont fait un travail vraiment remarquable là-dessus. Puis ça, il faut le souligner. Reportage présenté par Serge Gorielli et Philippe Remakers, African Heritage. 5, 4, 3, 2, 1, go. Quand j'écris des chansons, et c'est valable pour tous les musiciens, je crois que ces chansons ont le droit de s'inspirer de toutes les sources possibles, du rythme japonais aux percussions brésiliennes, en passant par le benga africain, l'harmonie européenne et la polka russe. Je crois que tous ces types de musique peuvent contribuer à notre créativité. La créativité, c'est ça le point essentiel. Il faut laisser de côté tout critère de race, de politique ou de religion. Il ne doit pas y avoir de barrière à l'inspiration.
à condition qu'en même temps, on reste conscient de ses origines. I'm Samite. I play the flute. I'm the bass player of African Heritage Band. I'm William Mademba. I play drums for African Heritage. My name is Sam. I play guitar for African Heritage. I'm Jack and I play keyboards. I don't want to be sued by Ludwig van Beethoven for copyrighting this song. African Heritage, c'est un groupe typiquement africain? Oui, peut-être. Par le fait que nous utilisons beaucoup d'instruments africains, comme le matiti, la kalimba ou le marimba. Mais ce n'est pas tout. Nous les combinons avec pas mal d'instruments occidentaux, comme la guitare électrique, la batterie ou le piano. Nous pensons que tous ces instruments occidentaux et africains se valent, et qu'ensemble, ils peuvent créer quelque chose de vraiment significatif. Ils se complètent les uns les autres. Ça, c'est ridicule de penser que la guitare est supérieure à la kalimba, ou le contraire. Quels sont les musiciens qui vous ont influencé? Personnellement, ça vient de partout. J'aime tous les compositeurs de piano, depuis Chopin jusqu'à Thelonious Monk, en passant par Chick Corea, Keith Jarrett. J'écoute beaucoup de musiques différentes. On peut dire que j'écoute depuis le hard rock jusqu'au classique. Est-ce que ton groupe est très critiqué au Kenya? Nous sommes critiqués dans le sens où les Kenyans nous reprochent de viser uniquement le groupe des Occidentaux et des touristes. Mais nous pensons que si justement au Kenya, les Kenyans et les Africains se rattachent à notre musique et que certains Occidentaux font de même, ça rejoint ce que j'ai dit sur la création de la musique et les différentes sources dont chacun devrait s'inspirer pour créer ces harmonies. Nous nous battons pour une musique qui soit acceptable pour toutes les oreilles, quelle que soit leur religion, leur race, leur croyance. Making sacrifices to the sky. Je crois que tout le monde a intérêt à découvrir les cultures d'autres peuples, d'explorer d'autres manières de vivre. En découvrant les autres cultures, on s'aperçoit de ce que sa culture a soi d'original. Je crois qu'on comprend alors mieux les choses. Quand African Heritage a-t-il débuté? Le groupe s'est créé fin 79. En fait, moi, je ne l'ai rejoint qu'en 82. C'est difficile d'être musicien au Kenya? Vous savez, on aimerait entendre encore plus longtemps cette musique, c'est vraiment très agréable. Question de José Sacré et Pascal Rocard. Oui, bravo d'avoir évoqué un thème qui est finalement très important dans notre vie quotidienne à nous occidentaux, la musique. Mais est-ce que ce genre de musique, est-ce que les Africains y sont très sensibles? Quelle est la place de ce genre de musique auprès des Africains que vous avez rencontrés? Mais comme on lit dans le film, c'est légèrement critiqué parfois au Kenya, dans la mesure où ils ne respectent pas vraiment les traditions typiquement africaines. Et d'autre part, je crois que les jeunes Africains, et c'est quand même une classe très importante, apprécient énormément le fait qu'il y ait ces incursions occidentales qui viennent faire partie de la vie africaine et que la technique européenne soit mise à leur service. Pascal Rocard, qui est de votre génération. Moi, je trouve que c'est un sujet inattendu. On a vu on voit des images un peu d'Épinal, d'Afrique. Bon, effectivement, la misère, des choses pas faciles à voir. Et c'est un sujet qui n'est pas très bien traité, puisque c'est un sujet sur la musique et on n'entend pas de musique, mais en même temps, il y a la pêche, il y a une envie de montrer des choses, l'influence de la culture africaine. En plus, pour nous, jeunes, on a envie d'entendre de la musique comme ça. Voilà. J'ai bien aimé ce film. Nous jeunes, dit-elle, ça fait réagir. Ça fait réagir le reste du jury, vous entendez, à Djibouti. Oui, absolument. Bien, alors on procède à la notation, si vous le voulez bien, maintenant. Et nous commençons par le Canada. 14.
Un très bon sujet, mais un peu confus à mon avis. 13. France, antenne 2. Eh bien, il faut que Philippe garde la pêche. 15. Bien. Je suis d'accord avec la jeune Rocard. 14. TMC. 15. 14. Et la Suisse. 14 parce qu'il n'y a pas assez de musique par rapport au texte. Voilà, c'est ce qui a été dit d'une manière 10. générale par Pascal Rocard également. Votre note, mademoiselle, s'il vous plaît? 10. 10. 109 points. 109 points. Oui, alors j'ai l'impression d'avoir reçu aujourd'hui beaucoup trop de points. C'est vraiment, ça a été un travail vraiment de montage. Il faut dire qu'on n'a pas remis de plan de montage, on n'a pas écrit de commentaire. Le commentaire qui est dit dans le film, c'est uniquement la reproduction de l'interview. Donc moi j'ai trouvé que dans ce film, on s'était vraiment très très peu engagé et j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui vraiment beaucoup trop de points. En tout cas, je suis content que le sujet plaise. Ce que tu dis là, Philippe, est très sympa et en tout cas prouve ta modestie et tu sais reconnaître le travail des autres qui t'ont aidé. Alors Didier, maintenant, vous allez nous donner les bonifications, c'est-à-dire le résultat des points acquis sur place pendant le trajet. Oui, avec quelques modifications quant à l'attribution des points de conduite cette semaine, puisque nous en reparlerons dans 7 jours. Nous avons roulé en convoi encadré par l'armée somalienne, étant donné la zone d'insécurité que nous traversions. Difficile dans ces conditions de donner des points pour l'arrivée des candidats à l'heure. Aussi, j'ai donc attribué pour les équipages Antenne 2, Canada et Suisse 15 points. Nous n'avons pas tenu compte de l'arrivée à l'heure. Nous sommes tous arrivés à l'heure. En ce qui concerne l'équipage RTL, bien entendu, nous ne pouvons pas donner plus de 10 points vu l'état général de la voiture. Et enfin, il y a des comportements qui nous ont émus cette semaine au sein de l'équipe. Je sais que c'est difficilement quantifiable, mais nous avons voulu remercier Christine et Guylaine pour leur assistance permanente auprès de Serge lorsqu'il était alité à l'hôpital. À l'unanimité, nous leur donnons donc le maximum, c'est-à-dire 25 points. Bravo. Oui, je bravo. remercie particulièrement Christine pour... Serge, je voudrais remercier particulièrement Christine pour sa nuit de veille. C'était la nuit de l'an et pour tout ça. Et j'espère que Serge nous regarde aujourd'hui et qu'il se souviendra de tout ça. Je suis sûr qu'il vous regarde et qu'il est très satisfait. Voici maintenant le classement hebdomadaire. Mademoiselle, vous allez être très satisfaite puisque vous êtes les premières. Première donc équipe TMC 150 points. Deuxième SSR 134 points. Troisième RTL 119 points. Quatrième Antenne 2 116 points. Cinquième SRC 101 points. Attention messieurs, il ne faut pas renouveler cette dernière position de Lanterne Rouge. Voici donc le classement général maintenant, après les bonifications et les semaines qui se sont ajoutées les unes aux autres. Premier, RTL Télévision qui garde la tête, donc ça va te faire plaisir Serge, puisque tu demandais depuis ton lit, est-ce que l'on est en tête? Eh bien voilà, c'est fait, 672 points. Deuxième TMC, 663 points. Troisième Antenne 2, 636 points. Quatrième SSR, 631 points. Cinquième SRC, 624 points. Didier, on vous retrouve à Djibouti parce que vous allez faire vos valises maintenant pour repartir vers une autre étape. Écoutez, exceptionnellement, nous allons faire nos valises seulement dans quelques jours. Nous sommes arrivés un peu plus tôt à Djibouti et cette semaine, les équipages vont réaliser leur reportage à Djibouti ou autour de Djibouti. Je vous promets que les pistes, là aussi, ne sont pas tristes. Nous vous raconterons en tout cas tout notre trajet de la Somalie à Djibouti. La semaine prochaine, il y avait trop de matière cette semaine et nous voulions évoquer le cas de Serge en priorité. Avec Pierre God, nous allons voir maintenant la suite du voyage. Alors Pierre, est-ce que nous allons encore être coincés entre les requins et les mitraillettes? Non, je savais que la Somalie serait difficile parce que je la connaissais, ça allait être éprouvant, mais ça a été vraiment un peu trop cette semaine. Alors, cette semaine, halte à Djibouti. Halte qui ne veut pas dire repos parce qu'il va falloir réparer vraiment tout le matériel, les voitures et le reste. Et puis il va falloir récupérer d'autres sujets parce on s'est démené sur la piste et on n'a pas fait beaucoup de sujets cette semaine. Donc halte à Djibouti avant de partir sur la péninsule arabique où on va avoir d'autres problèmes parce qu'il y a beaucoup de pays qui nous ont fermé les portes. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Alors Noël, nous allons effectuer un premier grand virage sur la droite, direction l'Est et plus tard l'Asie. C'est un moment important après plus de 10 000 kilomètres à travers l'Afrique de l'Est. Je vous propose donc de nous retrouver dans une semaine exactement et vous saurez par quel pays nous passerons. Au revoir et à bientôt.
Le raid Le Cap Terre de Feu. C'est aussi le titre d'un livre. Édité par Hachette, il vous permet de mieux suivre, par la description des pays traversés, l'aventure du Grand Raid.